72 ans de Dominique Ladiret, ça va faire long, hein, si tu veux que je te raconte tout. Je vais commencer très tôt, enfin, oui, très tôt, vers 10 ans. On était dans une famille, on était une famille vraiment nombreuse, et on était vraiment très pauvres. Alors quand j'allais à l'école, évidemment, il n'était pas question pour moi d'avoir des bandes dessinées, des petits soldats, des choses comme ça. Mais il y avait une dame, une marchande de journaux, comme on disait à l'époque, qui s'appelait, j'imagine, Madame Prévost, et qui tenait une petite boutique pas très loin de la maison. Et le soir, en rentrant de l'école, je m'y installais. J'avais le droit de m'y installer, elle m'aimait bien. Je me mettais derrière les présentoirs et je lisais, je me rappelle, probablement l'un des premiers que j'ai lus, c'était Mandrake. Et j'ai dévoré pendant des années les petits formats qui étaient dans ce marchand de journaux qui n'avait pas de BD cartonné. Et donc ça a commencé comme ça. Je m'évadais un petit peu dans le monde de nos héros favoris. Et ça a duré comme ça très longtemps. Et après, bon, j'ai fait des études. Il y avait une bande de copains avec qui je m'entendais bien, qui étaient plutôt bons en maths. Et j'ai suivi. Et je me suis retrouvé, au bout de quelques années, je me suis retrouvé à l'Institut national de la statistique et des études économiques, où j'ai fait, oui, qui était tout près d'ici, et qui est toujours pas très loin. Et j'étais attaché de l'INSEE. Après, donc, j'ai fait, entre guillemets, j'ai passé du temps à l'INSEE, mais j'ai beaucoup voyagé aussi. Je suis allé, quand je dis voyager, c'est pas se promener, c'est travailler à l'étranger. J'ai passé 4 ans au Canada, 3 ans en Afrique, puis plusieurs années au Luxembourg, à Bruxelles, etc. Donc ça n'a rien à voir a priori. La bande dessinée et puis ma carrière, si je puis dire, mon parcours. Il se trouve que j'ai été un moment professeur de statistique à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Un joli nom, une belle école d'ailleurs, des gens plutôt intéressants, bien qu'un peu trop matheux, mais plutôt intéressants. Et j'ai rencontré deux élèves qui étaient un petit peu foufous et qui adoraient les bandes dessinées. Et les policiers, notamment. L'un des deux était vraiment fanat de policiers. Et on a commencé à se balader ensemble dans les brocantes, l'un des deux étant du Nord, donc les braderies lilloises et toutes les braderies du coin de son coin, de Roubaix, Tourcoing, etc. On les a écumées pendant des années. Et un jour, il y a quand même maintenant une bonne trentaine d'années, un jour j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire à ma retraite ? Voilà. J'étais un petit peu, c'est vrai, j'étais un peu inquiet. J'avais peur qu'en m'arrêtant, eh bien, comme beaucoup à l'époque, je ne suis quand même pas jeune, et il y avait beaucoup de gens qui vers les 60, 65 ans, mouraient. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait choisi cet âge de 60 ans, c'est parce qu'on était à peu près sûr que les gens ne dureraient pas très longtemps, que ça ne coûterait pas très cher de faire des retraites. Et donc j'ai dit comme ça un jour, ah bah tiens, j'ouvrirais bien une boutique de bande dessinée pour ma retraite. Alors les deux ont dit, ah bah ça c'est une bonne idée, tiens, on va commencer. Donc cette boutique est née en fait il y a 30 ans, mais n'a été ouverte qu'il y a 6 ans. Et ça a changé complètement notre façon de faire les braderies et les brocantes, c'est-à-dire on s'est mis à acheter un peu tout ce qu'on trouvait en bon état et qui était évidemment à l'époque beaucoup moins cher que ça ne l'est maintenant. Voilà, c'est un petit peu le grand... Donc je suis un matheux raté, si je puis dire, pas vraiment, j'ai fait des jolies choses. Je termine, entre guillemets, inspecteur général de l'INSEE, donc c'est pas un petit parcours, beaucoup d'étrangers, et puis surtout un retour aux sources, d'une certaine façon. J'ai ouvert la librairie qui m'avait accueilli quand j'étais gamin et qui m'a tellement aidé dans ma vie, quoi. Les maths, c'est plutôt une vie dans l'abstrait, même si on voit des gens, on est détaché des gens, alors que là, on est vraiment dans le concret. Quand les gens rentrent, ils parlent d'eux, ils ont leur vie, on est plongé à la fois dans le rêve, et puis eux, ils viennent se plonger dans leur enfance.
Ça fait beaucoup de discussions, Parfois, je me demande si je suis pas un tout petit peu psychiatre ou psychologue. Des fois, les gens m'expliquent leurs problèmes. C'est toujours incroyablement intéressant et incroyablement dans le réel. Dans le réel et puis ailleurs. Parce que les gens, quand ils rentrent ici, ils rentrent dans leur enfance. Et ça les rend extrêmement positifs d'une certaine façon. Alors ils peuvent être tristes, hein. J'en ai vu pleurer ici en voyant devant un Strange ou devant un vieux Mandrake, mais c'est une autre vie. Et puis je dirais quelque chose de bizarre peut-être, mais on se sent utile. Alors que quand on est fonctionnaire, pas dans un... Évidemment, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les dentistes, les professeurs sont utiles. Je ne dis pas ça, mais on est loin du concret. Là, je me sens utile. Je me sens vraiment utile. Par exemple, j'ai un retraité qui vient m'aider 3 fois par semaine, qui a recréé, qui était un petit peu fatigué, on va dire, et puis qui s'est mis à créer sa petite auto-entreprise pour que tout ça soit légal et qu'on ait une petite... Voilà, j'ai créé une sorte d'emploi. C'est assez étonnant. Alors, je ne parle pas du libraire, là, je parle du commerçant, peut-être, hein, simplement. Mais le libraire, alors là, c'est passionnant, quoi. C'est réellement passionnant. Chaque jour, j'ai des livraisons, des gens qui m'apportent. Donc, chaque jour, c'est Noël. C'est Noël. Enfin, des fois, il y a des petits cadeaux, des fois, il y a des gros cadeaux, des fois, des très gros cadeaux. C'est perpétuellement Noël. Et puis, je me suis trouvé, pas d'autres passions, mais on s'aperçoit évidemment que la boutique devient ce qu'on est, quelque part. C'est-à-dire, je mets en avant tout ce que j'aime, j'ai beaucoup de choses, énormément de choses, pas uniquement des choses que j'aime, mais par exemple, le cinéma a commencé à prendre une importance raisonnable dans une librairie de bande dessinée. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de livres dont je suis un peu triste de me séparer parfois. Mais bon, d'autres viennent, etc. Donc la boutique, c'est un endroit magnifique, quoi. Et comme je vous dis, surtout, il boucle la boucle pour moi. Et en fin de vie, je redonne effectivement ce que j'ai donné. Les enfants peuvent venir s'asseoir, lire, comme j'allais chez Madame Prévost, et je m'assoyais, je lisais pendant des heures. Ils peuvent le faire. Et ils ont le droit, ils n'achètent pas, ils repartent. Et c'est une boutique extrêmement bienveillante. Enfin, j'essaye de faire en sorte qu'elle le soit, quoi. Clairement, Mandrake, hein. Mandrake, le fantôme. Et ça, c'est mes Madeleines de Proust, hein. Je suis tombé dedans, vraiment, je suis tombé dedans petit. Hein. Je devais avoir une dizaine d'années, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, après, il y a eu plutôt des Tarzans. C'est plus tard, un petit peu plus tard que j'ai découvert Kiwi. Enfin, c'est de toute façon que des petits formats. Les bandes dessinées cartonnées sont vraiment venues très tard, quoi. Très tard pour moi. Je devais avoir 15-16 ans, peut-être même plus, quand j'ai commencé à pouvoir m'en acheter avec mon argent de poche, et puis des choses comme ça, quoi. Mais non, c'est Mandrake, oui, c'est sûr. C'est certain. Je reste toujours fasciné. Je relis régulièrement Les Fantômes. Je le savais évidemment, mais je l'avais peut-être un peu oublié. Le fantôme est curieusement, le fantôme du Bengale, et probablement une bande féministe aussi. C'est-à-dire que quand on la regarde, les premières pages, c'est Diana Palmer, donc celle qui va devenir la compagne du fantôme. Diana Palmer qui est en train de foutre une dérouillée à un boxeur. Elle s'entraîne à la boxe et elle lui fout une dérouillée incroyable. C'est une exploratrice, elle a son avion, c'est une forme très très féministe des choses. Alors évidemment, ils sont glamour aussi, c'est l'homme protecteur, bien sûr, il y a ça aussi. Mais ça m'a étonné, quand je l'ai relu ça plusieurs dizaines d'années après, je les ai relus avec un autre regard, et c'est assez étonnant. Et puis c'est les premiers méchants contre qui il se bat, c'est les Singh, et dedans il y a Sala Singh, qui est une femme incroyable aussi, méchante comme c'est pas permis. Et puis la bande aérienne, une bande de femmes qui attaquent des navires, Enfin, c'est étonnant de voir à quel point les femmes sont présentes dans le fantôme. Dans Mandrake aussi, Narda, la princesse, est quand même assez...
assez étonnante. Oh bon, donc, mais Madeleine de Proust, oui, c'est ça. C'est Mandrake et le fantôme. Est-ce que c'est mes bandes dessinées préférées? Pas forcément. C'est-à-dire, quand je vois un Mandrake et un fantôme, je suis toujours intéressé de les voir, je regarde les couvertures, mais il y a plein de choses maintenant. Je ne peux pas, c'est très compliqué de travailler dans un endroit comme ça. Vous soulevez un truc, vous regardez, vous feuilletez, vous avez perdu un quart d'heure, quoi. Donc la productivité n'est pas très forte, mais c'est vraiment une belle retraite, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. On faisait beaucoup de brocantes, comme je vous ai expliqué, avec mes amis, et on trouvait des petits photoromans comme ça, et notamment quelque chose que j'avais vu dans les couloirs du lycée, c'était Satanique. Alors Satanique, qui était la copie des photoromans Killing italiens, est arrivé en France. Il a quand même duré 19 numéros officiels, puis quelques-uns après. Moins officiels, parce qu'il a été frappé par la censure. C'était quand même étonnant qu'il ait duré 19 numéros. Alors là, on est dans les années, 70, 69, ça doit être ça. Gérard Thomassian me reprendrait en disant « Dominique, il faudrait que tu revoies un peu tes cours. » Et parmi ces... Gérard Thomassian, vous le connaissez sans doute, pour ceux qui aiment le petit format, c'est le pape du petit format. C'est lui qui a écrit des encyclopédies exceptionnelles. Il a une boutique qui s'appelle Fantasmac, qui est près du 10e arrondissement, rue de Belzins. Il faut y aller, il faut parler avec lui. Et donc je reviens, à côté de Satanique, j'avais trouvé un petit roman photo qui s'appelait Zindar. Et c'était une histoire de dingue. Mais ça n'avait aucun intérêt, c'était d'un mauvais... Je le relis de temps en temps, je me dis, c'est pas possible. C'était vraiment mauvais. Le gars était un extraterrestre qui, avec ses deux sœurs, était là sur Terre, et puis on ne sait pas pourquoi, j'ai oublié en tout cas, et puis protégeait la Terre. Bon. Si Satanique a fait 19 numéros, Zindar n'en a fait que 9. Donc c'est pas très difficile à trouver. Compléter la collection n'est pas d'une évidence folle. Les 9 numéros ont eu tendance à fréquenter beaucoup les poubelles. Et moi, j'étais fier que nous, mes deux copains et moi, on ait 2 collections complètes de Zindar. Voilà. Alors je sais qu'un jour, tu voudrais bien en avoir une. Ça viendra sûrement. Il faut être patient. La quête est la chose essentielle du métier de libraire d'occasion. Voilà. Donc voilà pourquoi Zindar. Il devait s'appeler au Zindar Blême. Et puis c'était un peu trop. Pour Blême, c'était en fait BLM. C'était les initiales de Bibert, des 3 personnes dont je vous ai parlé. Bibert, Ladiret, Morel. Un peu comme le BDM, qui est l'instrument de cotation ultime, de référence ultime du libraire de bande dessinée. Voilà pourquoi Zindar. Évidemment, peu de monde connaît Zindar. Et les gens se perdent. Alors de temps en temps, il y en a un qui passe par cette case, là où il doit y avoir des Zindars qui sont en photo, qui sont en présentation, et donc ils disent ah, c'est ça. Donc voilà, c'est pourquoi Zindar. Ouais. Le passage du petit format à la bande dessinée cartonnée, on va dire au franco-belge ou autre, ça c'est quelque chose d'étonnant. D'abord, ça passe, dans mon histoire à moi, ça passe par les comics, ça passe par Strange. On change un peu d'univers, on va vers l'impossible à imaginer, quoi. Quand Fantasque... D'abord, on est... L'un d'entre nous, Philippe, est originaire du Nord. Donc lui, il habitait à Roubaix, qui est tout à côté de Tourcoing, et à quelques centaines de mètres de chez lui, il y avait les éditions Artima Arédite. Donc là, on tombe complètement dans la fiction. Là, il y a une production considérable. Il faut avoir il y a eu des livres ou des podcasts sur Artima, il faut aller les voir, c'est étonnant. Et donc, forcément, lui était
plongé dans Harédit Artima, puisque c'était les bandes dessinées du Nord. Et il en avait déjà beaucoup. Donc on a commencé à s'intéresser vraiment à ça. Et puis en 69 est apparu Fantasque. Alors là, c'est le premier super-héros de Lug. Ça a été un coup de tonnerre. Fantasque, vraiment, ça a été, pour les jeunes de ma génération, ça a été un 69, j'avais 16 ans. Je vois arriver des Fantasques surtout. Quelle qualité! On a le premier numéro, on voit le surfeur d'argent dessus, sur la couverture. Le surfeur d'argent, on était complètement sidérés. On ouvre, il y avait les 4 Fantastiques, le surfeur d'argent. Ça m'a fasciné. Si je mettais le deuxième coup de tonnerre dans ma vie de bande dessinée, c'est Norinrad et Chalabal dans Fantasque numéro 1. Pouf! Les couleurs sont exceptionnelles. Malheureusement, évidemment, il y avait une censure complètement idiote et impitoyable. Et le Fantasque s'est arrêté au bout de quelques numéros. Bon, je pense qu'il y avait deux raisons essentielles là-dessus. C'était premièrement le fait que les histoires étaient violentes. Enfin, violentes. Je ne pense pas avoir vu déjà un mort dans un truc de super-héros, moi. Mais bon, violente en tout cas, et il reprochait aux couleurs d'être trop violentes aussi. Ce qui explique qu'on a vu quelques mois plus tard sortir le premier Strange, là aussi avec le surfeur d'argent en couverture, qui est un héros plutôt peu connu, hein, mais tellement magnifique. Et donc ils ont fait ce Strange numéro 1 qui est devenu le symbole de toute une génération. Petit format, bicolore, impression pas terrible quand même. Mais on était avec les 4 Fantastiques, Daredevil, le surfeur d'argent, on était plongé dans un univers complètement fou. Donc ça, c'était le gros choc. Évidemment, entre-temps, comme on faisait beaucoup de brocantes avec mes amis, enfin entre-temps, pas entre-temps, un peu après, comme on faisait beaucoup de brocantes, évidemment, et puis que mes copains, eux, venaient de familles peut-être un peu plus aisées, ils connaissaient, ou par les braderies, Philippe connaissait très bien le franco-belge. Je me rappelle qu'il était fanat de Edika. Il est plus jeune que moi, Philippe. Donc Edika, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Extraordinaire auteur, mais magnifique. Et donc, il avait beaucoup de franco-belge, lui. Donc, assez naturellement, on s'est mis à ramasser. N'oubliez pas qu'on commençait peut-être, à un moment donné, on a eu l'idée de la boutique. Et donc, on s'est dit, on va stocker. Voilà. Donc, on a commencé à stocker tout ce qui avait des dessins à l'intérieur, ou pas. Les livres de science-fiction, des photoromans, voilà. Et puis, donc, le franco-belge est venu là-dessus naturellement. Dans mon panthéon des bandes dessinées, il n'y a pas tellement de franco-belges. Alors bien, il y a des dessinateurs, oui, qui ont fait des albums, mais vous voyez, évidemment, Giro Moebius, évidemment, mais Moebius, on l'a surtout connu par Métal Hurlant. Après, les albums sont venus. Vous voyez, ils venaient quand même, tous ces albums existaient de choses... de Spirou, du mensuel Tintin, donc ils ne venaient pas de cartonner, c'était des sous-produits presque. Alors évidemment, Tintin il est forcément dans le Panthéon, évidemment, il ne peut pas ne pas l'être, c'est même, il est hors classement, on le met à côté, il y a Tintin, il y a les autres, qui sont parfois pour moi, je ne vais pas dire supérieurs, mais un peu au-dessus quand même, mais pas supérieurs, Tintin, Astérix, ouais, Lucky Luke... On a baigné dedans, forcément. Mais je trouve Hugo Pratt a commencé dans les petits formats. Hein. Ça, on oublie des choses comme ça, que beaucoup d'auteurs connus maintenant. Mitton a commencé à dessiner chez Lug, du Black le Rock, et puis plein d'autres choses. Ils ont même fait des super-héros. Mitton, Tota... Donc tout ça, c'est un monde, on passe facilement de l'un à l'autre. La grande différence qu'il y a entre tout ça, c'est l'argent. C'est le fait que les gens achetaient des petits formats parce que c'était pas cher. C'était nos mangas à nous, quoi.
Et c'était vraiment les mangas au sens de la littérature de gare, des choses qu'on lit, qu'on jette ou qu'on pose sur le banc pour que les gens le ramassent après. Littérature de voyage, oui. C'est plus facile de lire un Blake le Roc dans le train que de lire un Tintin ou un Spirou, même si ce sont des grands héros. Donc c'est une question de génération vraiment, la franco-belge, je crois. Hein. Je crois. Et d'argent. Et d'argent. On revient au manga, le manga revient au petit format. Voilà. C'est aussi des cycles. Oui, mais c'est... oui. Je ne saurais pas choisir maintenant. Si, enfin, vous m'avez entendu. C'est clair qu'il y a le petit format d'abord. Il y a les comics américains juste après. Et puis, ouais, il y a la BD. Mais il y a des choses magnifiques. Il y a des choses... D'abord, Métal Hurlant. Dionnet, enfin toute cette bande. Des fous géniaux, quoi. C'est fascinant, fascinant de parcourir encore aujourd'hui. Reprenez le numéro 1 de Métal Hurlant sur Internet, n'importe où, parcourez-le. C'est un ovni. Un ovni. Nicolet, Casa, enfin tous ceux de Métal Hurlant, c'est des fous. Enfin, c'est la liberté parfaite, quoi. Bon, c'est comme ça. Non, ça c'est... C'est un bel univers ici. Je devrais mettre les petits formats plus en avant. Franchement, pour moi, la bande dessinée, c'est une histoire d'enfance. Donc c'est surtout celles que j'ai rencontrées quand j'étais enfant qui sont restées dans ma mémoire et qui ont imprégné ma mémoire. Mais il y a des choses magnifiques qui sont sorties, évidemment. Tout ce que je vois, là, tous les Spirou que je vois, là, enfin les Spirou, tous les Dupuis que je vois, Natacha, les petits hommes, Lou, tout cela sont des choses, Johanny Pierre-Louis, Benoît Bricefer, c'est des choses magnifiques, vraiment magnifiques. Et puis après, il y a eu aussi je relis en ce moment Les Innommables. Là, on est dans les années 80. C'est complètement fou. Je ne comprends pas comment une bande dessinée comme ça, magnifique, extraordinaire, mais incroyablement sensuelle, avec des découpages complètement fous. Ils avaient fait le fond des planches et noir, et pas... enfin, la planche complète, ils dessinent sur du noir, si je puis dire. Hein, puis ils mettent des couleurs au milieu. Le découpage, tout est différent. Donc vous avez des bandes dessinées géniales, mais c'est toujours pareil. On est bien capté par notre enfance quand même. Et puis voilà, je fais la boucle et donc je retombe un peu en enfance. Je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Non, je prends beaucoup de plaisir, il y a plein. Regardez, j'ai eu la chance de rencontrer André Juillard. C'est immense tout ce qu'il a fait. Cette vie de l'épervier, enfin même c'est... et puis surtout cette façon de dessiner les femmes, c'est ce qu'il a écrit de plus intimiste, le cahier bleu, Léna, c'est immense. Mais, si j'ai le choix, et André me pardonnera sûrement parce qu'il était sûrement un peu comme ça aussi, il ne m'en voudrait pas si j'avais devant moi un Cette vie de l'épervier et un Blake le Roc, si... naturellement, je vais prendre le Blake le Roc pour le feuilleter. Loisel, et je me rappelle, Régis, une fois, j'ai dîné chez lui, on parlait, et à un moment donné, il m'a dit « T'aimes bien le petit format ?» Et c'était étonnant, quoi. Un des grands de la bande dessinée aussi, qui dit « Ah, moi, je me rappelle l'œil de Zoltek. Tu peux pas me retrouver ça ?» Il dit « Je trouve pas. » Alors, je lui ai retrouvé des œils de Zoltek. Le petit format, même chez les grands, quoi. André, un peu moins. André, c'était plus... c'était pas vraiment le petit format, mais c'était, par exemple, Al Foster. Hein. C'était Prince Vaillant. D'ailleurs, son Bohémond de Saint-Gilles est quand même assez cousin de Prince Vaillant, quoi. Mais bon, il y avait... Oui. Loisel, bien sûr, c'est son Peter Pan, et on voit bien qu'il est sorti d'ailleurs. Hein. Il n'est pas... Hein, ces chroniques de l'oiseau du temps sont aussi différentes, mais il est passé par là aussi. Ouais. Moi, je suis plus... Enfin, d'abord, je ne suis pas dessinateur, j'ai pas...
J'ai pas de goût à exprimer ce que je pense par des dessins. Mais je suis resté je suis vraiment resté dans mon passé, quoi. Et puis, cette boucle, quoi. Cette envie de boucler les choses, de transmettre ce qu'on m'a transmis, quoi. Ça, je crois que c'est pour ça que je suis là, quoi. Je pense, oui. Du Bibert, la dirait Morel, en fait, des trois. Il y en a un, Bibert, Frédéric Bibert, qui n'a pas... qui, à la sortie de l'école, a travaillé un peu à Londres, et puis ailleurs, et puis a été pris vraiment par le virus du libraire. Donc il n'a pas attendu... il a ouvert sa propre librairie, lui, qui est juste face à la Sorbonne, sur la place, c'est la place, je ne sais plus comment elle s'appelle. Toujours est-il qu'il est là. Il est là, entre le musée Cluny à sa droite et la Sorbonne à sa gauche. Donc une place pour les libraires de rêve, et puis je crois que sa boutique, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, sa boutique doit marcher très 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 bien. D'abord parce que c'est un passionné, l'endroit est magique. Moi, j'aurais pas été fanat. On ne l'a pas suivi dans cette aventure parce qu'il était plus... D'abord, c'était un peu tôt pour nous. Il était plus policier que nous. Et puis, il voulait vraiment en faire son métier. Or, pour moi, je ne voulais pas en faire mon métier. Je voulais en faire ma retraite, quoi. C'était un peu ça, quoi. Et Philippe, qui travaille toujours, lui, se voit très bien prendre ma succession ici, dans cet environnement, quoi. Donc c'est vraiment des histoires très personnelles, pas de travail. Donc ici, on ne travaille pas. On vit dans le monde de la bande dessinée, et puis voilà. Simplement parce que l'INSEE était à Malakoff. Et donc, à un moment donné, je me suis rapproché de Malakoff. J'ai jamais beaucoup aimé avoir de longues distances pour aller travailler. J'arrivais tôt au travail, je partais tard, donc je voulais pas beaucoup de transport. Alors ça s'est passé. Alors au début, j'étais assez loin, j'étais près d'Arpajon, on avait une jolie maison qu'on a gardée longtemps, et puis après, moi je suis venu, comme je voyageais après, je suis venu en pointillé, je suis venu quand j'étais en Afrique, je revenais à Paris et j'habitais à Paris, quoi. J'habitais à Malakoff et j'habitais, pour tout dire, au-dessus. Et pourquoi au-dessus? Parce que le hasard fait bien les choses. Philippe, l'un des trois, Philippe avait un grand magasin d'électronique ici. Quand il a commencé à travailler avec son père, il y avait un très grand magasin d'électronique, bien que lui soit basé dans le nord de la France. Et donc je squattais là-haut, et puis le temps a passé, je me suis attaché ici, eh bien, on a aménagé l'appartement pour y mettre des bandes dessinées déjà, c'est assez grand au-dessus. Et voilà, pourquoi Malakoff? Pourquoi pas Malakoff, je dirais. Mais c'est vrai que si on avait été à Paris, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait, à cause des prix évidemment, quoi. Des prix des loyers, Non, ça a été... Et puis Malakoff, avec le temps, est devenu... Enfin, j'ai appris à connaître Malakoff, c'est une ville extraordinairement sympathique. Pas très jolie, mais comme un petit village à côté de Paris, quoi. Voilà pourquoi Malakoff, j'en partirai pas. Il faudrait vraiment que j'ai une très belle place dans un très bel endroit de Paris, et pas cher, pour bouger. Si vous voulez que je présente un peu des titres que j'ai évoqués tout à l'heure, commençons peut-être par la boutique elle-même, c'est-à-dire Zindar. Donc voilà le numéro 1 de Zindar. Alors tous ces livres-là qui sont sortis un peu après le roi de tous ces livres-là, donc ce sont des photoromans, comme je vous expliquais. Alors si vous regardez, voilà, c'est des choses un peu comme ça. Rien de... Enfin, il faut les lire, quoi, pour se rendre compte que c'est un petit peu étrange. Alors tous ces romans-là se caractérisent par une chose. Alors
ça a l'air très sérieux, cette première page, mais quand on retourne, on a toujours, alors là ici le livre est un peu abîmé, mais on a toujours des pin-up, enfin des filles un peu dans des positions un peu sensuelles. Ce qui évidemment explique qu'à l'époque, la censure a été assez sauvage vis-à-vis de ces titres. Alors, chez nous, donc, ça c'est aussi... tout ça ce sont des bandes dessinées, je crois, italiennes. Alors vous avez par exemple le roi d'entre eux, c'est satanique chez nous. C'est-à-dire c'est cet être qui a un costume de squelette, qui est là et puis qui est le roi de la pègre, qui tue tout le monde. Enfin, c'est vraiment extrêmement sado-maso. De l'autre côté, vous avez toujours ce qui fait la marque de fabrique de ces romans, une fille un peu déshabillée. Alors, entendons-nous bien, c'est quand même, si vous le lisez aujourd'hui, vous verrez rien de spécialement sexy. Enfin, on voit des femmes en bikini, quoi. Hein, vous voyez, par exemple, on voit des choses comme ça. Rien de bien torride. Mais à l'époque, ça circulait sous le manteau au collège, c'était de la folie. Et comme ça marchait extrêmement bien, il y a eu évidemment tout un tas de faux, enfin de variantes. Par exemple, ici, vous allez voir Lord X et Fatalik, qui sont des ersatz de notre ami satanique, alors plus ou moins coquin. Mais derrière, vous avez toujours ces fameuses pin-up qui sont là. Là, elles sont un peu plus habillées qu'elles ne l'étaient dans Satanique et les autres, mais vous voyez, vous avez toujours cette marque de fabrique. Vous avez eu là, je parle d'un certain type de photoromans, simplement, ceux qui sont un peu policiers, un petit peu sadomaso, mais vous avez eu des romans grand format, ou même dans ce format-là, il y a eu des trucs d'amour, des trucs de cow-boy, il y a eu une littérature absolument dingue là-dessus. Le roi des rois, c'est-à-dire voilà le numéro 1 de Killing, c'est-à-dire le vrai satanique. C'est d'ailleurs assez étrange parce que satanique, pour les Italiens, c'est une femme. Je vous ai cité mes petits formats à moi. Alors ceux-là sont venus plus tard dans mon histoire, ils datent des années 70, hein, comme je vous disais. Là, vous avez l'un des premiers que j'ai... Enfin, j'ai pas trouvé les premiers numéros de Mandrake et du Fantôme, ce qui est étrange, ils doivent être quelque part. Mais... L'un des premiers grands petits formats, enfin, je veux dire, grand petit, très célèbre, c'est Kiwi. Ça, c'est le numéro 1 de 1955. Alors, par rapport au manga d'aujourd'hui, d'abord, ils se lisent dans le sens commun, en France en tout cas. Vous avez des dessins qui sont très jolis, de loin peut-être vous ne les verrez pas bien, mais c'est vraiment des dessins qui sont loin d'être des mauvais dessins. Comme on peut en voir, excusez-moi, dans certains mangas ou certains petits formats, des dessins vraiment médiocres, et puis d'autres qui sont grandioses. Les Elvi France, j'en ai pas pris ici. Les Elvi France sont le plus souvent, comme je le disais, des petits formats assez médiocres du point de vue dessin. La spécificité qu'il y avait de ça par rapport au manga, à part le sens de lecture, c'est le fait que chez nous, on a toujours plusieurs héros. Il y a 3 ou 4 héros. Ici, vous aviez donc Kiwi qui faisait la grande partie toujours des petits reportages pour donner, pour être sûr que ce soit pour la jeunesse. Donc, il y avait toujours l'Eus-tu cru, le saviez-vous, vous aviez toujours des pages comme ça, un petit peu documentaires. Moi, j'étais très très friand de ça. Voulez-vous jouer avec eux de l'harmonica? Voilà. Vous apprenez. Il y avait le trio Ressner qui était H-tendre. Voilà. Vous voyez, après, vous aviez des petites bandes dessinées animalières, comiques. Et puis, et là, vous aviez, par exemple, dans le numéro 1, déjà, vous aviez un truc extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, qui s'appelle Le Petit Duc, qui est une bande dessinée de De Vica. C'est exceptionnel, exceptionnel. Tout est beau dedans, tout. Le dessin est beaucoup plus achevé que celui de Kiwi. Pourtant, j'aime beaucoup Kiwi. Mais là, c'est vraiment une bande dessinée fantastique. Hakim, voilà un autre numéro 1.
Vous allez voir Hakim. Hakim, c'est le seigneur de l'argent. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un tarzanide. C'est-à-dire, comme il y a eu un très grand succès de Tarzan au cinéma, évidemment, il y a eu des bandes dessinées. Alors, vous allez trouver Tarzan, évidemment, en bande dessinée. Vous allez trouver Zambla, vous allez trouver Hakim, puis une multitude d'autres. Ça, on est dans les années... Kiwi, on est en 1955. Donc, c'est fantastique. C'est déjà très, très... Vous voyez, et puis, vous avez derrière l'annonce. On est loin des filles dénudées, là. On est dans l'annonce de tous les autres formats. Des petits formats, il y en a eu des centaines, des centaines. C'est incroyable. Ça a été incroyablement populaire, disons des années 50 jusqu'aux années 85 à peu près, quoi, pour faire un spectre assez large. Voilà, pareil, vous avez une réclame derrière sur des titres qui allaient sortir. Hakim est vraiment très bon. Si vous voulez lire du Hakim, alors surtout au début, je dirais. Il y a eu des dessinateurs magnifiques au début. Et je pense que si vous avez la chance de tomber sur les premiers numéros ou les Hakim Color qui reprennent aussi en couleur ces aventures-là, je trouve que les dessins et les scénarios sont très bons. Et tout à l'heure, je vous avais parlé de Fantasque numéro 1, la grande claque dans les années 60, fin des années 60. Je vais vous montrer la case de bande dessinée qui m'a le plus marqué. C'est celle-là, voilà. Vous voyez, c'est celle qui est en haut à droite, où vous voyez la tête du surfeur d'argent au milieu de l'univers. C'est absolument gigantesque. C'est grandiose. Et vous voyez, les couleurs sont folles. Enfin, c'est vraiment des couleurs magnifiques. C'est le vrai numéro 1, c'est pas une réplique. Donc, on est en 1969, je crois, en janvier. En février, pardon. Février 69. Là, c'est vraiment... Et on passe en janvier 70, après l'interdiction de Fantasque, on passe à Strange. Voilà le mythique numéro 1 de Strange. C'est pas une reproduction, c'est vraiment l'original. C'est probablement le petit format qui vaut le plus cher actuellement. Largement, celui que j'ai dans les mains fait pas loin de 2000 €. Et il est rarissime dans cet état-là, quoi. Il est magnifique. Et vous allez voir qu'en fait, pour moi, vous allez comprendre pourquoi, pour moi, ça a été une régression terrible par rapport à Fantasque. Je vais vous montrer une planche qui est très jolie pour autant. C'est la planche où Galactus crée le surfeur d'argent. Donc vous voyez, malheureusement, c'est de la bichromie. Malheureusement, le format est un peu plus petit et on est loin de l'incroyable qualité de ce que je vous ai présenté il y a quelques secondes. C'est pourtant encore un truc bouleversant, quoi. C'est la création du surfeur d'argent par Galactus. Alors, ce n'est pas la première parution du surfeur d'argent, même Fantasque ne mettait pas le premier numéro du surfeur d'argent. Les premiers surfeurs d'argent ont été dessinés par Jack Kirby. Et là, c'est des dessins de Buscema, de John Buscema, et donc c'est un peu plus tard. On retrouve maintenant, aujourd'hui, un peu partout, les premiers dessins. Même dans l'intégrale du surfeur d'argent, vous retrouverez les premiers dessins de Kirby. Je ne vais pas passer tout de suite à la bande dessinée cartonnée, mais je peux vous montrer, par exemple, il y a eu beaucoup de choses autour des super-héros et des petits formats en format un petit peu plus grand. On est plus proche du format américain. Et là, par exemple, vous avez quelque chose d'étrange Vampus, c'est un être protéiforme qui vient du futur, qui vient du futur, en tout cas de l'espace, et qui vient sur Terre pour conquérir la Terre. Et c'est un être maléfique qui prend la forme qu'il veut. Et là, vous avez ici deux formes de Vampus différentes qu'on reconnaît à ses yeux jaunes, là. On le reconnaît bien sur la couverture. Et puis là, vous avez le héros qui est le journaliste qui essaye de le... C'est un peu, pour ceux qui ont vu Les Envahisseurs, on est un petit peu dans cette histoire-là. Hein.
Et par contre, c'est du noir et blanc, donc il faut, il faut savoir où est Vampus, quoi. Et évidemment, la seule façon de le reconnaître comme ça, c'est de suivre ses yeux, quoi, essayer de trouver ses yeux. Donc des dessins magnifiques aussi, très bien faits, très travaillés. Alors, là, je vais vous montrer quand même, d'abord, je suis un petit peu mon histoire à moi, donc je passe après dans les journaux. Donc voilà le premier numéro de Métal Hurlant. Quand on le feuillette, d'abord avec une couverture de Moebius qui est complètement étonnante, enfin, vraiment magnifique. Et puis vous avez à l'intérieur tout un tas de choses folles. Il faut, alors vous avez effectivement du Moebius avec voilà, par exemple Azark, c'est du Moebius. C'est Moebius, évidemment, c'est Giraud, le papa de Blueberry aussi. Là, vous avez des dessins complètement différents de Blueberry. Hein. On n'est plus dans le western du tout au moins dans un western très différent. Et puis vous avez après plein d'autres choses. Ici, par exemple, vous avez l'extraordinaire Monsieur Drouillet. Voilà, vous avez tout un tas de choses qui... Alors là aussi une révolution, hein, évidemment une révolution. Ça a été... je ne sais pas comment ils ont réussi. Je ne sais pas comment... je ne sais plus qui a fondé Métal Hurlant. Il y avait Dionnet, il y avait Moebius, je crois, puis je ne sais plus qui. Je ne suis pas trop un spécialiste d'eux, mais par contre à lire... Hein. Là on est en 75. Donc, vous voyez, on est quand même... il n'y a pas si longtemps, et d'un seul coup, ce genre de publication était possible. On est loin de Pilote, évidemment. Hein. On est très loin de Pilote. Loin de Pilote aussi, mais sympa comme tout, c'est juste à la suite de Pilote, c'est quand certains dessinateurs de Pilote ont fondé des journaux comme L'Écho des Savanes ou comme Fluide Glacial. Alors là, ici, vous avez... un dessin de Gottlieb, évidemment. Puis vous avez aussi des photoromans beaucoup plus... très irrévérencieux, on va dire. Quoi. Puis des dessins, regardez, là on est avec notre ami Gottlieb, qui est décédé il n'y a pas si longtemps non plus. Ça aussi une grosse perte. Alors, quand même, je vous ai dit que je suis venu sur le tard sur Tintin, mais évidemment, on peut pas ne pas aimer Tintin, quoi. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait pas Tintin. C'est en soi déjà le signe. C'est pas forcément son personnage favori. On peut même lui trouver des défauts, ce qui est quand même un comble, trouver des défauts à Tintin, mais on peut. Mais tout le monde l'aime. Enfin, même les gamins ici connaissent Tintin. Bon. Alors moi, évidemment, il a été réédité énormément, mais il y a une grande différence entre les premières éditions ou des éditions anciennes, disons des éditions qui datent des années 60. Vous voyez, donc c'est pas... on n'est pas au début de la vie de Tintin, hein, qui commence dans les années 37, 38, quelque chose comme ça, un peu comme Superman d'ailleurs, à peu près au même moment. Et c'est les couleurs surtout, les incroyables couleurs qu'il y a dans ces livres-là. D'abord, quand vous êtes avant 1957, pour faire court, vous allez trouver des pages de garde qui sont très différentes de celles que l'on connaît, les gardes au portrait qu'on connaît en bleu ciel. Vous avez ces gardes bleu marine qui sont magnifiques. Et à chaque fois que vous avez un livre comme ça, c'est que vous savez que vous êtes avant 1957. Quoi. Donc c'est un livre assez ancien. Tout le temps, ils ont des dos, ce qu'on appelle des dos toilés, qui ne sont pas forcément toilés d'ailleurs, mais on les appelle comme ça. Vous avez ici les cigares du pharaon, vous avez là la première version couleur des cigares du pharaon, des couleurs absolument magnifiques à l'intérieur.
C'est somptueux. Simplement rien qu'elle... C'est une expérience, quand je veux me faire mal, on me dit, ou me rappeler que vraiment le passé a du bon, je prends une édition actuelle des Cigares du Pharaon, j'ouvre à la même page et je regarde cette édition-là et de la précédente qui était en noir et blanc, et on voit d'ailleurs une amélioration incroyable du dessin, de mon point de vue, du dessin de Hergé entre la première version noir et blanc et puis la première version couleur, et puis une dégradation terrible des conditions d'impression sur les choses, enfin les publications récentes. Une exception quand même, Moulinsart ou Casterman, je ne sais pas, les deux sans doute, ont fait une réédition de facsimilé des premières couleurs de Tintin. C'est vraiment bien foutu. On retrouve des couleurs vraiment semblables à ça et c'est très agréable à regarder. Très agréable à voir et c'est abordable. Parce que le dessin, Tintin, les vieux numéros ne sont pas hors de prix, hein, mais quand même, c'est plusieurs centaines d'euros. Celui que j'ai dans les mains, c'est plusieurs centaines d'euros. Hein. Il est en relativement bon état, c'est la première édition couleur, 1955 je crois. Donc on est à peut-être 200, peut-être un peu moins, peut-être 150. Mais c'est quand même un peu d'argent. L'avantage de Tintin, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de numéros. Hergé est resté très... Et puis, il n'y a pas de suite pour l'instant, en tout cas, quoi. Et donc, ça fait qu'on peut avoir une très belle collection de son enfance, même quand on est né à mon époque, pour un prix relativement honnête. Et puis, je vais vous montrer ce qu'il fait parfois... Alors, au Corin, tenez. Au Corin, un beau, regardez, les couleurs sont étonnantes. C'est quand même fou de voir des choses aussi belles. Et si vous regardez les couleurs actuelles, elles sont moins brillantes, quoi. Voilà, toujours ces gardes magnifiques. On est avant 1957, là. On est vers 5, je ne sais plus exactement, mais je dirais vers 55, quoi, si je regarde le dos de Tintin. Il faut savoir, enfin vous le savez peut-être déjà, que la seule façon de dater correctement un Tintin, c'est le dos. C'est le 4e plat, c'est cette chose-là. Voilà. C'est ce dos qui permet de fixer dans le temps vraiment quand est sortie l'édition de ce livre. Voilà. Alors oui, y a des gens donc, qui ont fait la jonction, une jonction curieuse entre Tintin et les super-héros dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est un comics qui est des Teen Titans, et dedans, il y a Tintin. Alors, je vais vous chercher. Alors, voilà le comics, pardon. Et puis, vous trouvez à l'intérieur quelque chose d'étonnant. Alors, je vais vous le montrer. Excusez-moi. Au début, on est étonné, mais vous allez voir sur la page, sur cette page-là, tout en bas, vous avez des cases, 3 ou 4 cases, où vous reconnaissez Tintin, Capitaine Haddock et le professeur Tournesol. Et vous voyez que cette page-là, en fait, raconte l'histoire de ce qui s'est passé au moment d'Objectif Lune. Il raconte quand ils sont arrivés, où on a marché sur la Lune. Quand ils sont arrivés, alors c'est après, je crois. Oui, vous avez à droite, vous avez à gauche, à votre droite et à ma gauche, vous avez la fusée sur la Lune. Alors, Jean-François me faisait remarquer qu'il préférait quand même la fusée, si je puis dire, réelle d'Objectif Lune. Il a raison. Hein. Mais c'est un hommage assez étonnant de voir ça dans les comics. On voit aussi Superman qui se bat contre Obélix dans un autre comics que je n'ai pas retrouvé malheureusement pour l'instant. Voilà. Alors à la demande spéciale de Jean-François, là, qui savait, ce qui est vrai évidemment, qui savait que le Surfeur d'argent a été créé par Jack Kirby, un dessinateur de Marvel, de DC, enfin, un grand dessinateur des années 60, 70. Et
qui a fait beaucoup de choses. Mais s'il a créé le surfeur d'argent, les bandes dessinées, ce que je vous ai présenté dans le numéro 1 de Fantasque, c'est en fait l'interprétation de John Buscema du surfeur d'argent, qui est magnifique. Alors j'ai pas retrouvé, j'ai pas sous la main le surfeur d'argent par Jack Kirby, mais j'ai par exemple un être étrange qui s'appelle Etrigan, qui est créé par Jack Kirby, qui, par exemple, dans ce petit mensuel de démons de Reddit, et vous voyez donc ce personnage à la gueule cassée, complètement étrange, qui sort dans le mensuel démon et qui s'appelle Etrigan. Et c'est un homme qui devient de temps en temps un monstre, un démon, quoi. Alors voilà les dessins de Jack Kirby, par exemple, encore. Franchement, il faut aller se promener. Promenez-vous sur Internet, interrogez Jack Kirby, vous allez voir des dessins complètement fous. C'est un des très grands dessinateurs américains. Il y en a beaucoup, hein, cela dit. Buscema en est un autre, il y en a beaucoup. Vous voyez, je vais tâcher de vous présenter encore, voilà, ce qu'ils aimaient faire, ce que Kirby aimait faire, c'était des doubles pages qui ne rentrent pas très bien sur un petit format comme ça, mais qui sont magnifiques. Alors évidemment, on aimerait les voir en couleur. Autrefois, quand il s'est sorti aux États-Unis, évidemment, c'était de la couleur. Mais c'était des couleurs, du papier, de la couleur un peu moyenne. Et puis, de toute façon, ça coûtait trop cher à faire de la couleur, à publier des livres comme ça en couleur, quoi. Alors, par contre, Jean-François se rappelait bien du fils de Satan qui a dû croiser des monts un de ces jours. Voilà, par exemple, dans un autre petit format à Reddit, vous avez tous ces personnages un peu fous. Donc lui, comme son nom l'indique, c'est le fils de Satan. Voilà. Toujours, vous voyez par exemple au cœur de l'enfer, vous voyez Satan et puis son fils qui se baladent. Voilà. Donc tout ça, ça a peuplé ma vie de jeune qui avait entre 14 et 17 ans. Je suis tombé amoureux de toutes ces petites choses-là. C'est sûr qu'on rêve, là. Puis, ce qu'il y a de bien, c'est que souvent les méchants sont punis ici. Alors que dans la vie de tous les jours, c'est moins net. Voilà. Merci de m'avoir donné ce temps de partage, là encore. Merci à toi. Et n'hésitez pas à venir, hein, on parlera. Voilà.